Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième partie, la deuxième partie du livre, hein, pas la deuxième vidéo, c'est la troisième vidéo si je ne m'abuse, sur le livre Shape Up qui expose la manière atypique qu'a Basecamp d'organiser ses équipes de développeurs pour shipper, pour livrer plus rapidement des produits. Donc on a vu dans la vidéo précédente toute la philosophie du shaping de la première phase et maintenant on arrive à la phase intermédiaire, la phase de betting. Alors j'aime bien cette image puisqu'elle résume vraiment très bien toute la philosophie du livre. On a vu les 6 semaines précédentes où, une équipe était en train de réaliser, de shaper des idées. Ces idées maintenant elles vont arriver dans cette période intermédiaire qu'on appelle cool down, où va avoir lieu justement le betting avant de redémarrer sur un nouveau cycle. Et ce schéma-là aussi qui est aussi très intéressant, qui est le schéma de la couverture du livre. Donc la phase précédente, c'était le shaping. Donc maintenant, on a un pitch qui est bien mis en forme, dont les contours sont bien délimités. Et si ça passe la phase de betting, on va pouvoir passer à la phase suivante, la phase de building, et découper cette grosse patate en périmètres sur lesquels on va avancer progressivement. Ah, c'est parti. Et avant de passer à la slide suivante, j'aime beaucoup cette image, puisque c'est peut-être le syndrome que vous avez avec plein de post-it ou plein de tâches un peu partout. Et on se demande, mais comment on va en sortir? Et surtout, il faut les passer en revue régulièrement pour vérifier qu'on ne les oublie pas, car les oublier, c'est très grave. Ou en tout cas, ça peut être considéré comme mal faire son travail. Et on va en parler juste après. Donc, dans cette partie de betting, trois sous-parties. On va justement parler de paris et surtout pas de backlog. On va parler un petit peu de l'organisation de la betting table et même au sens large des cycles. Et enfin, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on va attendre euh, comme, euh, comme pari lorsqu'on va les choisir. Alors, on parle de paris, bets et surtout pas de backlog. Euh, L'idée est simple, c'est en fait, on est dans une entreprise, les choses vont vite, donc ce qui était important le trimestre précédent, n'est plus forcément. Ou en tout cas, c'est évolué, donc il faut le faire évoluer avec. Et moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est vraiment, en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, je passais énormément de temps déjà à stocker et organiser tous les tickets des gens, les idées, les propositions, et à les revoir régulièrement. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais leur mettre une date. Bon, ça, je leur vois dans 2 mois. Et tous les 2 mois, je reprends tous les tickets, je les redéplace 2 mois plus tard. En fait, je passe un temps fou à brasser du vent. Et en fait, leur théorie, elle est assez simple. C'est, en fait, on ne prend pas de backlog. On se concentre que sur les sujets chauds du moment. C'est eux qu'on va shipper. Et les autres, on n'en prend pas note. On ne veut pas une liste géante d'idées à revoir. On veut justement que les sujets pertinents du moment. Et on va parier dessus sur un temps court de 6 semaines. Et la théorie derrière, c'est en fait les idées importantes, elles reviennent forcément. Donc c'est pas parce que vous avez oublié un ticket ou une remontée d'un client qui voulait une fonctionnalité, parce que vous ne l'avez pas marqué et que vous ne le revoyez pas toutes les semaines, que vous l'avez oublié. Si ça embête le client, il vous le redira ou vous le sentirez d'une manière ou d'une autre revenir. Bien évidemment, ça n'empêche pas, de manière décentralisée, au niveau des équipes, au niveau des personnes, de garder une liste de choses à faire pour venir aussi nourrir les différents pitchs. Deuxième sous-partie, c'est justement la table des paris. Et c'est de manière plus large, on va parler un peu plus de la logistique. Donc on en a déjà beaucoup parlé, mais le cycle de base, c'est un cycle de 6 semaines. Alors pourquoi 6 semaines? Tout d'abord, c'est que le cycle de base qu'on va trouver dans des méthodes comme Scrum, c'est souvent 2 semaines. Et en fait, le propos de Basecamp, c'est de dire 2 semaines, c'est beaucoup trop court en fait pour réaliser quelque chose de concret. Et surtout, c'est que la planification et l'organisation euh, est trop importante uniquement sur 2 semaines. C'est qu'il faut en fait en permanence créer les tickets, revoir les tickets, définir les tickets. Et on définit les tickets avec qui? Avec l'équipe qui est en train de construire des choses. Donc forcément, on les dérange. Et puis ensuite, il y a les revues, il y a les rétrospectives. Enfin, finalement, voilà, il y a plein de choses qui fait que l'équipe n'a
n'a pas suffisamment de temps pour se concentrer. Donc 6 semaines, c'est un nombre qu'ils ont trouvé en itérant. Au début, il me semble ils ont fait peut-être 6 mois complets, et puis ils ont réduit 3 mois jusqu'à 6 semaines. Et l'idée, c'est 6 semaines finalement, c'est suffisamment long pour démarrer un projet, enfin pour démarrer et se mettre dans un projet, mais c'est suffisamment court aussi pour voir la fin arriver et pas se dire ah bah j'ai le temps, la fin du projet c'est dans 6 mois. Donc c'est le bon compromis qu'ils ont trouvé. Et la citation là, que j'ai relevée du livre, c'est effectivement de dire que si la deadline est trop loin et trop abstrait dès le début, en fait les équipes vont errer et vont pas utiliser le temps de manière efficace. Et, euh, et ils vont forcément se mettre au travail quand ils vont sentir la deadline. Je vous rappelle effectivement les anecdotes qu'on a tous quand on est étudiant et qu'on a oublié de réviser ou qu'on doit livrer euh, un DM pour le lendemain. Après ces phases de 6 semaines, il y a la période de cool down qu'on a évoquée brièvement. Cette période elle dure 2 semaines chez Basecamp et l'idée c'est de se rafraîchir. C'est que les 6 semaines ont été assez intenses et pendant 2 semaines on respire. On fait ce qu'on veut. On va fixer des petits bugs, on va explorer des idées, on va tester des choses. Voilà, c'est assez libre. Il y a quelques cérémonies, il y a une rétrospective effectivement sur le cycle, et puis ensuite les équipes techniques elles se reposent. Et c'est pendant cette phase de cooldown qu'a lieu justement que les décideurs, que la betting table se réunit, reçoit les pitchs des shapers, vont choisir les pitchs pour le prochain cycle et vont les attribuer aux builders. Au niveau des équipes, c'est des toutes petites équipes à Basecamp, donc ça c'est très lié à leur culture. En général, il y a un designer et un ou deux programmeurs, développeurs, euh, qui vont travailler ensemble sur un sujet pendant 6 semaines. Il y a une personne de la qualité qui va les rejoindre plus tard à la fin du process pour vérifier que ça correspond, enfin, qui va pas venir vérifier la feature, mais qui va plus venir tester finalement les petits cas particuliers qui n'auraient pas été détaillés dans le pitch. Ça, c'est la taille, on va dire, enfin, c'est la taille, c'est la composition normale. Ensuite, il y a le Big Batch, c'est le cycle de 6 semaines que j'ai présenté juste avant. Mais de temps en temps, il y a des projets qui sont beaucoup plus petits et pour lesquels 6 semaines, c'est beaucoup trop long. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont aussi plein de petits pitchs euh, qui vont durer 1 ou 2 semaines. Et il y a une équipe qui va justement récupérer tous ces mini pitchs et qui va les concaténer pour en fait remplir 6 semaines. Donc finalement, ils vont avoir plusieurs mini-projets dans ces 6 semaines-là. C'est comme ça qu'il fonctionne et qui permet à toutes les équipes, à la fin du cycle, d'être à la même heure. Donc la fameuse betting table, donc pendant le cooldown, on récupère les pitchs et donc à Basecamp, c'est le CEO, le CTO, un développeur senior et la personne responsable du produit qui vont étudier les pitchs et qui vont choisir les nouveaux pitchs. Ils disent que c'est très rare de repiocher dans des vieux pitchs. Et donc c'est assez étonnant. Les personnes à qui j'ai parlé qui utilisent la méthode Shape-Up, c'est pas rare que des pitchs soient ressortis, un peu mis au goût du jour et remis sur la table. Parce que finalement, il y a quand même un effort considérable qui est mis sur la table. Et en 6 semaines, enfin 6 semaines après, je veux dire, il y a quand même peu de chances que le monde ait autant évolué que ça pour ne pas réétudier un sujet. Comme on est à Basecamp, les pistes sont étudiées de manière asynchrone avant, donc tout le monde en prend connaissance. Et puis ensuite, le rendez-vous est court et entre guillemets, les gens les 4 personnes vont à l'essentiel. Et il parle bien de pari et pas de planification. Le but, c'est qu'on parie sur quelque chose parce qu'on attend à la fin une récompense. On attend de gagner plus que ce qu'on a mis sur la table, entre guillemets. Ça, c'est la première définition d'un pari. Le deuxième, c'est qu'un pari, c'est un engagement fort, c'est que on s'engage effectivement à donner à l'équipe 6 semaines entières pour travailler uniquement sur ce projet avec aucune interruption majeure. Et c'est un pari, donc c'est-à-dire qu'on peut perdre le pari. Donc, pire, si on a fait un mauvais choix de pitch, eh ben c'est pas grave, on a perdu que 6 semaines et on rejouera. Alors c'est quelque chose que j'ai souvent dit, mais le temps ininterrompu, enfin le flow, le focus, c'est vraiment très important. Et donc le but quand un pari est fait, c'est que
l'équipe soit vraiment protégée par rapport à ça. Et, euh, et l'exemple qui est cité dans le livre, c'est pas simplement de dire tiens, je vais juste déranger quelqu'un un jour, parce qu'ils se disent bah, en fait, c'est qu'on crée un momentum, on crée un flow, surtout dans le monde des développeurs où il faut qu'on ait comme un château de cartes, qu'on s'imagine tout le système dans notre tête, et quand quelqu'un vient de déranger, ce château de cartes s'écroule, il faut tout reconstruire, et ça demande beaucoup d'énergie. Et donc finalement, si on est dérangé une journée, ça peut casser un peu le cycle. Et c'est de la même manière, si on vient vous déranger 1 heure dans une journée, ça peut vous casser votre journée, votre concentration de la journée. Donc surtout, trouver un moyen pour que l'équipe soit protégée. Et un concept moi, qui m'a beaucoup plu parce que assez radical et surtout parce que j'ai pas trouvé la recette pour faire, on va dire, des cycles de 2 semaines aujourd'hui où tout est terminé au bout de 2 semaines. Le concept de deadline pour moi est très, très important, très fort. Alors, c'est sûrement de mon passé de freelance, mais je sens que ça l'est pas chez les autres et j'ai pas trouvé encore la manière de l'amener. Donc finalement, le circuit breaker, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça vient compenser ça. C'est dur, mais c'est ce qui fait, je pense, aussi la force de cette méthode. Si c'est pas fini au bout de 6 semaines, on débranche la prise et ciao, tant pis. Il s'est passé quelque chose qui n'allait pas, mais on enlève le risque des projets il faut juste 3 jours pour finir. Et puis ces 3 jours, c'est une semaine, et puis en fait, en corrigeant ça, il y a un autre bug, et puis 2 semaines, etc. Et finalement, on n'en finit pas. Et ça dure des semaines et des semaines. On a tous vécu un projet comme ça. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, si le projet ne s'est pas terminé, c'est qu'il y a eu il y a eu un os quelque part, soit dans le shaping, soit dans le shaping, c'est soit dans la partie consultation technique, soit dans ce que voulait le reste de l'équipe. Enfin bref, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc il faut repasser du temps dans le shaping pour essayer de trouver et d'avoir une meilleure approche. Le but aussi, euh, c'est que les équipes sont plus euh, propriétaires de leurs équipes, ownership, qu'elles se sentent que oui, enfin, en mode, entre guillemets, si on n'aboutit pas, ça va être un peu une déception. L'équipe compte sur nous, donc on va faire tout ce qu'on peut, parce qu'on sait qu'après, on a une deadline qui est dure et qui ne sera pas étendue. Et ça, c'est lié au fait au lieu de faire des compromis, de remettre en question tout le temps en mode, tiens, on est parti dans cette direction, le temps court, on a eu un imprévu, comment on compense? De la même manière, c'est quelque chose que j'arrive pas à infuser dans mes équipes. Et là, en fait, le but, c'est d'amener les équipes elles-mêmes à le faire parce que la deadline, entre guillemets, elle est là quoi qu'il arrive. Donc, ça fait monter en compétence l'équipe à ce niveau-là. Oui, mais si on a des bugs, si effectivement un client pendant un cycle normal faut remonter un bug, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, ce que dit Basecamp, c'est en fait on fait rien de spécial. C'est pas parce qu'il y a un bug que ça le rend plus important. La vraie question, c'est à quel point ils sont critiques. Et dans les faits, les bugs critiques qui bloquent le business sont très 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 rares. La majorité des bugs peuvent attendre 6 semaines, voire plus longtemps, voire ne jamais les fixer parce que finalement, c'est pas rentable de les fixer. Il y a un utilisateur dans un cas spécifique qui était sous l'eau avec son téléphone à l'envers en utilisant. Enfin bref, pas besoin de forcément corriger tous les bugs. Et surtout, c'est que si on veut corriger tous les bugs, en fait, on n'aurait jamais fini. On aurait certes un produit parfait, mais on aurait un produit qui n'irait jamais sur le marché. S'il y a des bugs, le cooldown est fait pour ça. Si le bug est trop important, il faut le shaper et peut-être l'amener sur la betting table pour que il soit adressé sur un cycle complet. Ou sinon, il y a une troisième idée qui est apportée dans le livre, c'est de faire des bug smash. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est pendant les vacances d'été, il y a tout un cycle, voire même plus qu'un cycle, qui est dédié uniquement à régler des bugs. Donc 6 semaines où les gens font que régler des bugs et notamment en prenant les bugs les plus importants. Ils font ça justement parce qu'il y a moins besoin de synchronisation et parce que les gens travaillent. Enfin plutôt les gens travaillent, enfin les gens partent en vacances donc sont moins disponibles. Donc il faut des tâches où il y a moins besoin de synchronisation. Dans l'ordre, c'est mieux. Euh, un point dans le livre, c'est le fait de garder un-
garder des bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on on n'anticipe pas ce qu'on va faire dans deux cycles ou dans trois cycles, c'est vraiment un cycle à la fois, une priorité à la fois, ne pas gaspiller son énergie là-dedans. On ne sait jamais comment le monde va évoluer 6 semaines plus tard. Sur les projets qui ne peuvent pas tenir en un seul cycle, et évidemment, plein de choses ne peuvent pas être faites en 6 semaines, bah, le but c'est de se forcer à décomposer en 6 semaines. Finalement, 6 semaines c'est suffisamment long pour trouver euh, une livraison intermédiaire. Et bah, tout simplement, c'est que si on arrive au bout de ces 6 semaines et que ça se passe bien, bah, on continue, on enchaîne dans la foulée sur un nouveau cycle. Et puis, si on se rend compte en fait, au bout de 6 semaines, il y a plein d'inconnus, il faudra peut-être redéfinir le projet ou en tout cas euh, étudier certains points en particulier. Mais le but, c'est que comme ce qui est shapé, c'est ce qu'on attend à la fin, le but, c'est qu'à la fin du cycle, on ait toutes les options ouvertes pour pouvoir changer de bord ou continuer à fond les ballons. Dernière sous-partie, c'est la mise en place des paris. Donc en fait, Basecamp explique qu'ils ont trois modes de fonctionnement dans leur cycle. Le premier, c'est le mode R&D. C'est quand il y a un produit qui est au tout début. Le pitch ne peut pas être bien défini parce qu'il y a beaucoup trop d'inconnus. Donc en fait, on va plus parier sur une exploration. On va explorer quelque chose. Le livrable, du coup, à la fin des 6 semaines, il est pas vraiment clair. Mais le but, c'est qu'on apprenne des choses pour justement être en mesure de faire un pitch beaucoup plus clair sur les cycles suivants. C'est réalisé en général par des équipes, par des profils seniors, parce qu'ils ont justement une vue beaucoup plus globale et ils ont cette autonomie qui leur permet d'aller creuser des choses plus profondes et que les juniors ne peuvent pas forcément avoir. Et voilà, donc à la fin, il n'y a rien qui est livré, qui est déployé. C'est vraiment juste on livre de la connaissance. Le mode classique, c'est le mode de production. Donc c'est le mode qu'on a décrit jusque-là. On a un pitch bien écrit pendant 6 semaines, on déroule. Et pas seulement limité à une personne senior, hein. Le but, c'est quand même le but, c'est de l'attribuer à entre guillemets n'importe quelle équipe. Et à la fin, bah, le but, c'est de livrer ce qu'on a expliqué dans le pitch. Petite note, c'est qu'on n'est pas obligé de livrer forcément au client à la fin du cycle. Le but, c'est de livrer dans le sens où bah, c'est terminé et c'est prêt à être livré. En tout cas, c'est validé. Mais potentiellement, ça peut passer dans un cycle de test ou autre. Livrer, c'est pas forcément livré au client. Et le dernier mode, c'est Cleanup Mode. Donc, c'est un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure avec le Bug Smash. C'est l'idée, bah, on prend 6 semaines et on fait le grand nettoyage de printemps. Les questions qu'il faut se poser quand justement on reçoit le pitch à la betting table, c'est est-ce que le problème est important? Est-ce que l'appétit est suffisant? Donc est-ce que on a réussi à mettre suffisamment de choses ou pas trop de choses dans le pitch? Est-ce que la solution est attractive? Est-ce que c'est le bon moment pour faire ça? Et est-ce que les bonnes personnes pour répondre à cette problématique sont disponibles? Et puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a sélectionné les pitchs, bah, eux ils écrivent simple, ils partagent en fait dans un canal public, ils répartissent les équipes et ça démarre pour la suite. Ce qui conclut à cette deuxième partie de betting. Donc ce qu'on a vu, on a vu une première partie sur on parle bien de paris et pas de backlog. On ne garde pas les backlogs. Les idées importantes, les idées cool, elles reviennent généralement. Donc de manière globale, on se concentre que sur les priorités du moment. La betting table, donc on fait un pari, on attend une récompense à la fin. Pour ça, on maximise la concentration des équipes, on ne les interrompt pas. C'est vraiment un engagement qu'on prend envers eux. Le circuit breaker, c'est un élément très fort pour motiver les équipes à faire des compromis et à pouvoir avancer, entre guillemets, de donner le meilleur d'eux-mêmes dans ces phases-là. On garde l'état propre, on n'anticipe pas 2-3 cycles en avance, on avance cycle par cycle. 6 semaines, c'est suffisamment long, les choses peuvent évoluer. Puis dernière partie, donc différents modes de cycle, des cycles un peu R&D, de production ou de clean-up, tout simplement. Donc voilà pour cette deuxième partie, qui était enfin, qui était moins technique et qui reprenait beaucoup de concepts qu'on avait déjà vus.
On va s'arrêter là et puis on abordera dans la prochaine vidéo la troisième et dernière partie, qui est la plus vaste, la partie building. À bientôt.